Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque d'accastillage qui équipe tous les bateaux de course. Des mini aux ultimes en passant par les Figaro, les Classe 40 et les IMOCA. Après les poulies, les emmagasineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winches. Des winches innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique, et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 30 nœuds de vent, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver installé à Lorient-la-Base. Bonjour Yann Rioux. Bonjour Pierre-Yves. On rigole parce que c'est la deuxième prise. Mais on va garder celle-là. Merci. Tu peux expliquer pourquoi c'est la deuxième prise? Oui, parce qu'on a eu un petit problème d'appui sur le bouton. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Donc bonjour Yann Rioux. Bonjour Pierre-Yves. Merci de nous recevoir dans ta maison avec vue sur mer à Lomner, un petit village à l'entrée de la rade de Lorient. On est très bien installé. Il fait très très chaud, c'est ce qu'on était en train de dire, puisque c'est les belles journées de septembre. Merci de nous recevoir dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Et dans cette nouvelle saison, la 3e saison d'Into the Wind. Avec toi, on va discuter un petit peu de ta vie de médiaman, parce que t'es le médiaman, en ce moment, t'es le médiaman de Gitana, après une longue carrière dans ce métier-là, et tu vas nous raconter un petit peu tout ça. On est dans une période, les périodes d'avant la grande course de l'automne, où les agendas des marins et des gens qui travaillent dans ce secteur-là sont bien pleins. Raconte-nous un petit peu, toi, quel est ton programme en ce moment, la préparation du prochain Vendée Globe, parce que tu as plusieurs clients qui préparent le Vendée Globe, les navigations avec Gitana. Raconte-nous un petit peu comment est cette période d'avant les grandes échéances automnales qui sont dans le cycle de la course au large annuelle, qui sont des moments assez importants. Eh ben écoute, c'est dense, c'est hyper dense, par rapport au mois de mars de cette année, par exemple, c'est beaucoup plus dense. On se retrouve, effectivement, moi j'ai un projet phare qui est Gitana, qui me prend le plus clair de mon temps, où on prépare quand même le Jules Verne, donc c'est pas rien. Et effectivement, parallèlement à ça, on travaille aussi avec des IMOCA, en particulier un IMOCA qu'on suit, c'est Kevin Escoffier et PRB. Et donc on a tout un... Avec qui vous avez l'air d'avoir une relation assez sympathique. Ouais, on s'entend très bien avec... Les vidéos sont très très sympas. C'est assez agréable effectivement de travailler. On s'est connus sur Dongfang avec Kevin et on s'entend bien et on essaye effectivement de faire en sorte que ça s'entende dans nos vidéos. Voilà. Donc ça nous prend du temps. Et puis parallèlement à ça, on a d'autres clients récurrents qui viennent... pour qui c'est la haute saison aussi en fait et puis qui nous téléphonent de temps en temps. Donc on a des semaines un petit peu chargées là. Tu y es rentré avant-hier, je crois, d'une navigation d'entraînement avec Gitana, justement, avec tout l'équipage. Ouais, on a fait un aller-retour à Lisbonne, ouais. Tranquille, en 3 jours, c'est ça, dans 48 heures. 3 jours et demi. Enfin, ça a mis moins de 24 heures en fait pour y aller, ou 24 heures pour y aller. Moins de 24 heures pour y aller, fait que c'était un peu plus long au retour. Ouais. Alors toi, c'est quoi ton rôle dans ces navigations d'entraînement? On sait que t'es censé ramener des images, raconter l'histoire, comme tu l'as déjà fait à plusieurs reprises. Sur ces segments de 3 jours, toi, tu fais quoi précisément? Tu réfléchis aux prochaines histoires que tu vas pouvoir raconter, tu vérifies que le matériel fonctionne bien, tu habitues l'équipage pour ceux qui ne te connaissent pas à ta présence. Alors moi j'ai quand même un avantage d'un point de vue média, c'est que j'ai déjà navigué avec Franck et Charles sur ce bateau-là l'année dernière, donc il y a un paquet de choses que j'ai mis au point en fait au niveau technique l'année dernière. Ah, t'as fait Brest Atlantique. J'ai fait Brest Atlantique. On y reviendra après. Ouais. Donc j'ai du travail là-dessus, de banque images, de génération de portraits, de choses comme ça, pour préparer la course. J'essaye aussi de réfléchir à des histoires potentielles, mais surtout je fais du bateau en fait, parce que là sur le Jules Verne, je ne suis pas que médiaman, je fais aussi partie de l'équipe navigante. Et finalement, naviguer en bateau, c'est pas ce que j'ai fait le plus ces dernières années, donc il faut que je m'y remette. Voilà, on précise que j'apprenne le bateau. Souvent, voilà. En fait, les médiamans sont censés dans le médiaman originel de la Volvo ou de The Ocean Race. Le médiaman n'a pas le droit de toucher, n'a pas le droit de s'impliquer dans la marche du bateau. Il peut faire la cuisine et le ménage et les images, mais il peut pas toucher au bateau. Là, ça va être une config un petit peu différente. Là, c'est le Jules Verne, donc il y a pas de règle. Donc tu prends le nombre d'équipiers que tu veux et puis tu pars et t'essayes de battre le record du Tour du Monde. Donc en l'occurrence, Franck et Charles, donc Franck Camas et Charles Caudrier, qui sont skippers du Maxi Edmond Rothschild, ont décidé de partir à 6 personnes et d'intégrer le médiaman dans l'équipage. Voilà, pour des questions de poids essentiellement. D'efficacité. Ouais,
Et donc du coup, tu auras un rôle technique à bord spécifique du point de vue navigant ou tu tourneras les manivelles essentiellement? Je pense que les manivelles vont faire une partie de mon quotidien. Ouais. Elles le font beaucoup. Après, chacun est un petit peu à différents niveaux et dans différents domaines et impliqué dans la marche du bateau aussi, hein, dans les réglages. Tu vas barrer par exemple? Alors barrer, j'en sais rien. J'ai eu le droit de barrer le week-end dernier. Là, c'était qu'à haute vitesse, qui était très agréable. Par contre, j'ai pas mon brevet encore. Hein. Je sais pas si ça va être confirmé pendant le tour du monde. On verra bien. Ouais. Voilà. Et c'est comment de barrer un bateau comme ça? C'est extraordinaire. C'est un régal. Vraiment, je mesure la chance que j'ai de naviguer. Enfin, c'est déjà ce bateau-là, c'est pas loin d'être le bateau le plus excitant du monde, hein, en termes de course au large. Et puis avoir la chance de le barrer à 40 nœuds ou plus, c'est quelque chose de fantastique quand on aime la voile. Il y a beaucoup de gens qui ont le droit de faire ça. Il n'y a pas beaucoup de gens, ouais, effectivement. Et tu l'as souvent barré? Pas très souvent, non. Pas très souvent parce qu'en fait, les années précédentes, j'étais un petit peu cantonné dans mon rôle de médiaman et donc les sorties sont précieuses en fait sur ces bateaux-là. Donc je les barre une ou deux fois pour le plaisir, mais en fait globalement on essaye quand même de se concentrer et puis de faire ce qu'on est censé faire pendant les courses. Donc en l'occurrence moi c'était pas barrer, c'était faire du média. Et du coup la répartition de ton temps de travail entre guillemets, elle est assez claire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'imagine que quand il y a des manœuvres importantes, pas un empannage sous Grande Genac, tu ne filmeras pas et tu devras manœuvrer. Mais du coup, toi, ton rôle de médiaman se fera sur ton temps de repos. Comment ça va? On y travaille. Tu vas être dans un car. On essaye différentes configurations. Là, ce qui s'est passé là, dans les dernières nappes, c'est j'étais dans un car à 3, alors que les cars sont souvent à 2. Avec Franck, qui lui aussi, en tant que skipper, a d'autres obligations, et ça nous permettait de temps en temps de tourner, et de temps en temps, ça me permettait de me libérer 1 heure pour aller faire. Pour descendre en bas dans mon poste de travail et de travailler sur la vidéo. D'accord. Donc mais c'est pas encore complètement calé. Je pense que ça va être beaucoup plus dur. Alors j'ai eu l'expérience avec Massif, hein, puisque j'avais participé à The Bridge avec François Gabard. Et là, pareil, je faisais partie de l'équipe navigante. Et j'avais c'est la machine à café qui s'arrête. Ouais. Qui s'arrête. J'avais un petit créneau. On avait organisé l'écart de façon à ce que j'ai un petit créneau de 1 heure, je crois, pour travailler mes vidéos tous les jours, en fait. Et toi, tu préfères quoi? Tu préfères faire que médiaman et le faire à fond, ou t'aimes bien être encore un peu impliqué devoir cumuler les deux rôles? C'est difficile de cumuler les deux, mais c'est passionnant. Ça a un petit côté frustrant d'un point de vue médiatique d'un point de vue génération de médias plutôt, parce que quand il y a des choses qui se passent et qui sont sympas, on n'est pas forcément disponible pour les prendre. Mais par contre, ça permet d'être vraiment encore plus en immersion par rapport. On vit vraiment ce qui se passe. Et ça a un côté peut-être un petit peu moins léché, mais dans la production de contenu, mais un petit peu plus authentique. Parce que vraiment, quand on est fatigué, on raconte pas que les autres sont fatigués. On est fatigué, quoi. Ouais. Donc, oui, ça peut peut-être éventuellement donner des scènes encore plus engagées où t'as la GoPro qui est posée juste à côté, tu la prends, tu dis je peux pas la prendre parce que je dois finir ma manœuvre. On va être encore dans le plus brut et le plus. Ça risque d'être plus brut, un peu raw, comme disait la Volvo, quoi. Un peu moins propre que ce qu'on sort d'habitude. Ouais. D'accord. Sans doute. Alors on va revenir là-dessus et sur cette vie de médiaman et cette carrière de médiaman, mais tu n'as pas fait que médiaman toute ta vie, loin de là. Raconte-nous un petit peu quel est ton parcours avant et comment tu viens au bateau. T'es un Breton de l'île, tu dis, t'es bigoudin, même si t'as vécu dans plein d'autres endroits. Raconte-nous un petit peu comment tu viens à la voile et à la compétition. Alors moi quand je suis petit, j'ai 2 choses qui m'intéressent, c'est la voile et les avions, parce que mon père est pilote de ligne. Et donc je me dis, il y a un truc que je veux pas faire dans ma vie, c'est travailler derrière un bureau. J'y arriverai pas. Et je vois mon père qui part en courrier, qui voyage, etc. Je me dis, et au final, la vie fait que je me retrouve à faire une école d'ingénieur et que je me retrouve derrière un bureau, en fait. Alors je travaille. Une école d'ingénieur en électronique. En électronique, ouais. Je commence à travailler pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent devenir un médiaman, voilà. Ouais, c'est une voie un petit peu spéciale, mais donc je me retrouve chez Nokia, puis chez Tran à Copenhague. Tran, c'est une boîte qui fait des téléphones satellites, Inmarsat qu'on utilise sur nos bateaux. Donc ça me. Mais tu fais un petit peu de bateau quand t'es. Et alors je fais du bateau quand t'es minot quand même. Parallèlement à toute ma scolarité, mes études,
J'ai une partie de ma famille qui est de l'île Tudy. Je fais des stages de voile au club nautique de l'île Tudy quand je suis tout petit, de l'Optimiste. On finit par habiter à l'île Tudy avec mes parents. Je suis au lycée à Quimper. J'arrête un peu la voile. Je fais de la planche à voile, pas mal. Et puis les étés, quand je suis étudiant, j'enchaîne des stages au Glénan. Qui sont juste en face. D'abord en tant que stagiaire, puis en tant que moniteur à l'archipel de Glénan et à l'île d'Ar également. On fait des stages, des raids, des raids en catamaran sur 3 jours. On va dormir sur les îles et tout. Enfin, j'adore ça. Et donc je continue mes études d'ingénieur. Donc je travaille en tant qu'ingénieur chez Nokia Tran. Mais il y a un petit côté manque d'action. Donc la voile, je peux pas continuer à ce moment-là à faire des stages bénévoles l'été alors que j'ai 5 semaines de vacances. Par contre, il y a un truc qui me branche bien, c'est la mini. Il y a pas les 35 heures au Danemark. Il y a pas les 35 heures au Danemark. Non. Et donc la mini m'attire beaucoup, d'autant que quand je fais du bateau, j'adore la notion d'aventure, d'évasion, etc. Mais j'aime bien aussi essayer d'aller un peu plus vite que les copains. Donc le concept me plaît bien. Et donc quand je commence à travailler, t'as pas fait de cours du tout, hein. T'as pas fait d'opti, t'as pas fait de voile légère, t'as pas fait tout ça, hein. Très peu, non, j'ai fait, mais en stage, j'ai fait un petit peu quelques stages régates, mais voilà, j'ai assez vite laissé tomber pour faire de la planche à voile. Et donc je me lance dans la mini, j'osais pas, même au début, je me disais est-ce que je suis assez bon en fait pour faire ce truc-là. Et puis finalement j'ai dit bon allez, on n'a qu'une vie, on y va. Donc je me commande mon Pogo 1. À l'époque, je le commande en 2000 pour l'avoir en 2001 et faire la mini en 2003. Voilà, c'était le plan. Alors, ça, c'est l'époque à laquelle on se croise, parce que tu as le numéro, si je me souviens bien, tu as le 318. Ouais, bonne mémoire. Et moi, j'ai le 311. Donc, c'est là où on se croise. On va faire notre première Select 650 au printemps 2001 ensemble. Ouais. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, la Select 650, c'est un peu le dépucelage en course. C'est la première course de la saison et qui est souvent assez punchy, assez engagé. Et là, c'est exactement au mois d'avril ou au mois de mai. C'est début mai. Ouais. C'est le premier week-end de mai. Oui, il y avait du vent de nord-est très froid, exactement. Je la finis pas, d'accord. Je crois que je la finis pas, exactement, c'est ça. Je la finis pas, mais j'avais jamais fait de course en solitaire. C'était vraiment le truc complètement nouveau. Ah oui, non plus. Moi, je venais de faire ma qualif pour l'anecdote. Donc c'était déjà assez sport. Et moi, je me souviens de quelque chose quand même, c'est que t'étais basé à Copenhague. Et du coup, tu rentrais à Copenhague en bateau et tu venais de Copenhague en bateau. Ouais, je l'ai pas fait beaucoup, mais effectivement, j'ai amené mon bateau. Ça nous impressionnait beaucoup. Nous, on convoyait de Sainte-Marie ou de Concarneau au départ des courses ou à La Rochelle, et toi, t'arrivais de Copenhague, quoi. Bah, quand j'ai reçu mon bateau, j'habitais là-bas, et en fait, Copenhague, c'est une mer intérieure, la Kattegat, là, et donc c'est praticable quand il fait pas trop froid et que les ports sont pas gelés, ce qui arrive quand même au mois de janvier-février. C'est tout à fait praticable. Donc je me suis dit, écoute, je vais amener mon bateau là-bas, puis je vais m'entraîner là-bas. C'est ce que j'ai fait. On a amené le bateau, on a convoyé le bateau à 3 à Copenhague, en passant par le canal de Kiel. Et tu te fais la Manche, tu te fais la mer du Nord, ouais. Et au retour, je me suis fait la qualif. J'avais obtenu une dérogation de la part de la classe mini pour faire mes 1000 milles de qualification entre Copenhague et la Borvrak. Faut peut-être juste expliquer. Il y a des cargos dans tous les coins. Ouais, ça avait été dur. Ça avait été très dur. Très dur. La mer du Nord, les plateformes pétrolières, les cargos. Le vent de sud-ouest qui s'arrête jamais, auprès, les pêcheurs en Manche, enfin ouais, ça avait été compliqué. J'ai eu 2-3 frayeurs. À la fin, je savais plus comment je m'appelais en fait. Mais bon, une expérience. Bon, et tu vas passer beaucoup de temps dans la classe mini, hein. Ouais, j'en fais presque une dizaine d'années. On va faire la même décennie, à peu de choses près. Qu'est-ce que tu retiens toi de ces années-là? Ce sont des années fantastiques pendant lesquelles déjà j'ai appris à faire du bateau, de la course au large, à comprendre comment fonctionnait un bateau. D'abord en bateau de série, puis en prototype, puisque j'ai fait la mini en 2003 en bateau de série et en 2007 en prototype. C'est un moment aussi, je rencontrais plein de gens, des gens qui font des courses qu'on croise sur les pontons, soit dans les équipes en tant que préparateur, soit pour certains en tant que skipper. Et ce sont des souvenirs, c'est difficile d'avoir de meilleurs souvenirs que ça. L'arrivée à Bahia d'une mini transat est exceptionnelle. Bon, fête du mini, donc. Fête du mini. Seul concept. Je pense que c'est une très très bonne école en plus. Hein. Je suis un petit peu. On a eu cette discussion avec. On a souvent cette discussion avec Charles et Franck qui n'ont pas fait de mini et qui sont des figaristes purs et durs. Et j'ai tendance à leur dire, oui, ce Figaro, c'est vrai que c'est génial parce que ça forme des régatiers, c'est super. Mais pour un projet IMOCA, ce serait bien, pendant les années de préparation, peut-être d'inclure une petite campagne mini. Ça apporte, en tout cas, un savoir-faire technique que le Figaro peut-être n'est pas suffisant, en tout cas n'apporte pas de manière suffisante
pour la préparation d'un projet IMOCA. Mais tu les as pas convaincus de faire Non, je les ai pas convaincus. Je les ai pas convaincus. C'est un peu têtu, quoi. Bon, puis on se fait des contacts et des relations et des amitiés pour la vie aussi. Exactement. Je suis comme toi, on a gardé quand même deux par exemple. On garde quand même des relations où quand t'es journaliste, un carnet d'adresse exceptionnel de ce point de vue-là. Juste toute petite anecdote, hein, tu as réalisé un grand chelem en mini que personne n'a fait depuis. Hein. T'as gagné 3 fois les mini Fastnet avec 3 skippers différents. Alors sur 2 bateaux différents, il y a 2 fois le même bateau. Ouais. 3 années de suite. Ouais. 2008, 2009, 2010 avec Thomas Ruyant, qui n'était pas encore un coureur en IMOCA, Stéphane Direzan, qui n'était pas encore en IMOCA, et Guillaume Lerec, qui aujourd'hui est le boat captain d'Arca Paprec. Donc c'est un bel exploit. Là, c'était il y a 10 ans la dernière fois. Tu veux pas essayer d'en faire une 4e Alors, j'ai pas eu le droit en 2011 d'y retourner, parce que c'est là que j'ai commencé ma carrière de médiaman à bord de Groupama 4. On partait en qualif avec Groupama 4. Si, j'aimerais bien refaire du mini quand je vois le mini avec les foils ou même les protos dans le port. Là, c'est sûr que ça fait envie. Après, après c'est une autre époque aussi, hein. Mais je ne dis pas que j'irai pas refaire un tour un jour si on m'invite faire un tour. Donc, si vous voulez gagner le mini Fastnet en proto, vous savez, je peux vous donner le numéro de portable de Yann Rioux. Ça peut être utile. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de ta carrière qui va basculer, parce que tu es ingénieur télécom chez Tran, puis tu rentres en France chez Alcatel, je crois, je sais plus si c'est chez Alcatel. On se croise à ce moment-là au salon nautique et ton job n'est pas très funky. J'en avais marre de rester derrière un bureau. Je cherchais un autre job que j'avais fini par trouver d'ailleurs. Et puis il s'avère que j'avais croisé. Je commençais à me dire quand même c'est dommage. Je passe beaucoup de temps à faire de la voile et puis à côté j'ai un savoir-faire en électronique. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un truc qui alors j'ai fait mes recherches et puis il y avait un gars qui s'appelle Pierre Boursier et qui travaillait pour plein d'équipes d'Orma notamment et puis qui faisait des choses qui me semblaient être dans le cadre de de mon savoir-faire. Donc je suis allé le voir plusieurs fois. Je lui ai demandé de savoir s'il cherchait un collaborateur. C'était pas vraiment d'actualité pour lui à ce moment-là, mais un jour Groupama, qui était un de ses clients, lui a dit écoute Pierre, faut que tu choisisses. Soit tu travailles pour nous à 100%, soit tu continues à travailler pour les autres, mais ce sera pas nous. Nous on a besoin de quelqu'un à 100%, ce qui était très très unique à l'époque. Hein. Je crois que c'est les premiers à avoir quelque chose. À l'époque, Groupama est aussi la plus grosse équipe de course au large. Oui, tout à fait. Avec Groupama 2 en Norma et en gestation le projet Groupama 3. Voilà. Et donc Pierre prend la décision de continuer à garder son indépendance et à travailler pour un certain nombre d'équipes. Et donc il va voir Stéphane Guilbault. Il dit écoute, je connais un type là qui je sais pas ce qu'il vaut, mais voilà, il est là, tu peux le rencontrer. Donc Stéphane Guilbault, c'est en gros le directeur c'est le team manager historique de Groupama. Ouais. Et donc je rencontre Stéphane au salon nautique en 2005 et sans vraiment de pression et sans vraiment être convaincu par le job en fait, parce que je faisais mes recherches et puis je voyais qu'il n'existait pas ce job-là en fait. Ou très peu à l'époque. Et puis finalement, je sors de là en me disant, bon, allez, qu'est-ce qu'on a à perdre au moins, j'irai faire un tour sur Groupama 2. Au pire des choses, voilà. Et puis, si ça se passe pas bien, j'aurais fait un tour sur Groupama 2. Et puis, je ferai autre chose après. Et puis, finalement, ça s'est pas mal passé parce qu'on a travaillé 8 ans ensemble. Alors, t'es embauché. Alors, du coup, quand on est voileux et qu'on rentre chez Groupama, c'est la fête, non? Je sais pas, et l'endroit est quand même sympathique quand t'es un peu passionné et quand... Alors, c'est perturbant parce que on arrive, moi j'arrivais d'un univers professionnel où j'étais très spécialisé, et donc là il faut apprendre au contraire à être un peu plus polyvalent. Voilà, des boîtes énormes. Là il faut apprendre à être un petit peu plus polyvalent parce qu'on est 15 dans l'équipe. Et à l'inverse, je venais du mini transat dans ma partie voile où tu gères l'ensemble du projet, et là par contre il faut quand même apprendre à la fermer quand c'est des sujets qui te concernent pas. Donc il y a un petit temps d'adaptation. Stéphane Guilbault, on peut pas dire que ça se passe super bien au début. Hein. Je pense que j'ai réfléchi plusieurs fois à partir, et lui, il a réfléchi plusieurs fois à me virer. Et puis finalement, on apprend à se connaître, à se respecter, à s'apprécier, et puis ça fonctionne bien, quoi. Donc 8 ans, j'ai jamais fait ça, hein, 8 ans de CDI.
Alors, quand tu rentres chez Groupama, c'est la fin de l'Orma et c'est le début du projet Groupama 3. C'est ça, et moi du Jules j'arrive Verne. en 2006. Le 2 janvier 2006, je commence, le bateau il sera mis à l'eau en juin, je crois, 2006. Donc on l'a déjà raconté plusieurs fois dans ce podcast. Hein, le projet de Jules Verne de Groupama 3 va connaître plusieurs tentatives. Le bateau va être cassé, casser son flotteur ou son bras, je sais plus, puis chavirer au large de la Nouvelle-Zélande, être reconstruit et finalement presque 3 ans plus tard battre le record du trophée Jules Verne et dans la foulée gagner la Route du Rhum avec Franck Hamas. Et toi, tu vas grandir pendant ces périodes-là. Et ton rôle va pas mal changer parce qu'au départ, en gros, tu es ingénieur électronique, tu viens pour installer les systèmes et au fur et à mesure, tu vas t'intéresser à la performance, tu vas naviguer un petit peu sur le bateau. Raconte comment tu grandis un petit peu au sein de cette équipe-là. Déjà, l'équipe grandit et Ouais. c'est ce qui a permis en fait à autant de gens de rester aussi longtemps dans la même structure. C'est qu'au départ, on est une quinzaine de personnes à s'occuper d'un Norma, puis Groupama 3 arrive, on grossit un petit peu à ce moment-là. Puis derrière, il y a le projet Volvo. Entre deux, il y avait eu une ébauche de projet de Coupe de l'Amérique qui n'a pas pris. Finalement, Groupama a souhaité, l'équipe Groupama avec son sponsor ont décidé de s'orienter vers la Volvo. Là tout de suite, Là, tu fais allusion au fait que pendant la fameuse coupe du trimaran d'Oracle contre Alinghi en catamaran, le team Camas et son team, vous travaillez. Alors, vous collaborez avec l'équipe américaine. On travaille avec l'équipe américaine. Mais Franck a des envies de Coupe de l'Amérique déjà à cette période-là. Il y a même un organigramme qui est fait. D'accord. Et puis finalement, le projet donnera pas suite et on va se réorienter vers la Volvo Ocean Race. Et donc pendant ce temps-là, des nouvelles compétences arrivent, l'équipe grandit. Moi, quand je commence en 2006, je suis tout seul avec un câbleur en fait pour l'électronique. Et en 2010, quand on prépare la Volvo, on est 8 dans la cellule électronique performance. Donc le travail évolue. Moi, mon rôle, qui était au départ vraiment de l'installation et de la configuration, ça devient de plus en plus de la calibration en mer, et puis après de l'analyse de perf pendant toute la campagne Groupama 3. Je navigue beaucoup. Je crois que j'ai fait 25 000 milles avec le bateau. J'ai jamais navigué en course sur ce bateau-là. Par contre, j'étais navigateur pendant les convoyages ou le moment où le navigateur officiel qui à la fin était Stannone ne pouvait pas venir en fait. Donc voilà, je me prends au jeu, je navigue de plus en plus et puis vient la Volvo Ocean Race. Alors juste avant, j'entends juste que tu nous racontes un petit peu parce qu'on en entend souvent parler. Raconte-nous ce que c'est que le job d'analyse de la performance. C'est-à-dire que en gros, pour faire simple, sur un bateau de course aujourd'hui, il y a énormément de data qui sont récoltées, en particulier la vitesse et les réglages en fonction du nombre de capteurs. C'est quoi le boulot d'analyse de performance? C'est de dire tel réglage est le plus efficace d'après les données que je vois, tel réglage à telle allure de vent avec tel angle. Voilà le réglage le plus efficace, de faire sortir les bonnes données du magma de données que vous traitez. Ouais, alors ce rôle-là, il a évolué énormément entre 2006, le moment où je commence, et maintenant, les gens qui font l'analyse de perf, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ce que c'était à l'époque, parce qu'il y a beaucoup plus de capteurs. Déjà, il y a beaucoup plus de points de réglage sur les bateaux, tout simplement. Les appendices, tout ça, on avait moins à l'époque. Et en fait, le rôle de l'analyse de performance, c'est d'identifier selon les allures, quels sont les réglages ou les configurations qui fonctionnent le mieux. Et c'est extrêmement difficile parce que on a une grosse, on va dire, inconnue qui est la mesure du vent. Faut savoir que ça a l'air idiot, mais c'est une quête permanente et inaccessible. Savoir d'où vient le vent, c'est un truc on a dépensé beaucoup d'énergie et on sait le vent réel, savoir d'où vient le vent réel. Ouais. C'est quelque chose de très compliqué et qui a forcément une incidence sur les résultats de l'analyse de performance. Donc voilà, si on met un petit peu de dérive, on se rend compte que les résultats sont meilleurs à vent équivalent, sauf que le fait de mettre de la dérive, ça enlève un petit peu de leeway, ça fait changer le vent. Enfin, c'est compliqué. Donc ça donne matière, en tout cas, à réfléchir. Aujourd'hui, en plus de tout ça, il y a vraiment une notion pour les gens qui travaillent là-dedans. Moi, je suis beaucoup moins, je suis plus impliqué en fait là-dedans, mais il y a une notion vraiment en plus d'effort, de déformation, de choses comme ça. Tu vas faire ça tu vas le faire en bonne partie sur le projet Volvo de Groupama, qui démarre avant 2011, mais c'est l'édition 2011-2012, ouais, c'est ça, 2011-2012 de la Volvo. Donc ouais. On va y passer un petit peu de temps parce que c'est une histoire extraordinaire. On en a parlé, on est allé manger des crêpes avant d'enregistrer ce podcast. On a encore reparlé de
de l'impact qu'a vu la victoire de Groupama sur cette Volvo. C'est là où tu vas devenir médiaman. Raconte-nous un peu comment tu bascules, tu changes de rôle. Tu n'es pas un photographe amateur, tu n'es pas un vidéaste amateur. Comment d'un seul coup tu vas devenir préposé à cette fonction qui est inventée à ce moment-là, hein. C'est un règlement de la Volvo de 2011 qui dit à bord vous devrez avoir un membre de l'équipage qui ne fera que raconter l'histoire en texte, en photo et en vidéo. Ouais, alors effectivement ça a commencé en 2008, les premiers médiamans sur la Volvo, obligatoire, c'est une idée de Knut Frostadt, qui est l'ancien patron de la Volvo. Exactement. Et donc là, en général, ce qui s'est passé, c'est que c'était des anciens navigants ou des navigants à qui on a dit aujourd'hui, tu navigues plus et tu prends plus les écoutes dans les mains, tu prends une caméra. Genre, je me souviens plus. Dès 2008, il y a déjà cette réglementation, d'accord. Oui, dès 2008. Et 2011, ça recommence. Et puis, à chaque édition de la Volvo. Alors, à chaque édition, c'est de moins en moins des navigants et c'est de plus en plus des professionnels de l'image ou du pas du journalisme, mais du reportage qui viennent, en fait. Et donc, c'est un rôle, effectivement, qui n'existe pas. Enfin, c'est un métier qui n'existe pas tellement, en fait, en France. Moi, je navigue beaucoup sur Groupama 3 et puis sur Groupama 70, qui est l'ancien Ericsson 4 qui a été racheté. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, je remplace le navigateur quand il n'est pas là. C'est là-dessus que je focalise le plus clair de mon temps. Mais par contre, c'est vrai que je fais aussi quelques vidéos. Vincent Borde, qui s'occupe de la communication de Groupama à l'époque, me demande de temps en temps d'envoyer des vidéos. Donc je fais ça. Et toi, t'as une appétence pour ça déjà? Non. Bon, comme ça, quoi. Pour les mariages, les baptêmes. Non, mais c'est toujours sympa de faire quelques images et puis de les envoyer, et puis que les gens aiment bien. Enfin, c'est toujours agréable. T'étais pas un guide de l'image, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je savais que Franck, dans son équipage, il voulait un navigateur avec de l'expérience, un mec qui avait déjà fait la Volvo ou des courses équivalentes ou des choses, une grosse expérience. Et donc, je ne pouvais pas postuler à ce rôle-là. En revanche, je savais qu'il voulait un navigateur de rechange, un deuxième navigateur qui puisse aider à préparer les courses pour le navigateur principal et éventuellement pouvoir le remplacer. Et il y a beaucoup de gens dans l'équipe, dont Stéphane Guilbault d'ailleurs, qui m'encouragent, qui me disent « Je pense que ça devrait être toi le navigateur de Sper chez Groupama, enfin pour la campagne Volvo ». Et donc un jour, je vais voir Franck et je lui dis « Écoute, ce rôle-là m'intéresse ». Et Franck, lui, je pense qu'il ne l'a pas envisagé une seule seconde. Et il me dit non, écoute, non, ça peut pas être toi parce que pour moi, le navigateur de Sper, ça doit être avant tout un navigant, un mec qui soit bon sur le pont. Et toi, alors je sais plus comment il a formulé le truc, mais en gros, il m'a fait comprendre que j'étais pas assez bon sur le pont pour ce format de course. Donc il me dit non, tu peux pas faire ça. Ce qui est assez drôle maintenant quand je pense que 10 ans après, je vais me retrouver sur le pont avec lui pendant que je... Et donc il s'est pas débarrassé de moi comme ça. Et il s'est encore moins débarrassé que moi que le lendemain de ce jour-là, il y a Damien Foxhall qui s'occupait du recrutement de l'équipage qui vient me voir et qui me fait écoute Yann, j'ai une idée. Il faut un médiaman, je t'ai vu 2-3 fois avec la caméra, est-ce que tu veux pas faire ça? Parce que nous on te connaît, on sait que tu arrives à bosser à bord, que t'es pas malade, t'es dans l'équipe, tu connais tout le monde et on pense que c'est bien que tu fasses ça. Et alors j'étais un peu déçu de ce que m'avait dit Franck la veille et du coup ça me remotive un peu et je me dis en fait, c'est pas con en fait de faire le tour du monde. J'ai passé beaucoup de temps en préparation et en élaboration avec l'équipe de Groupama 4, en travail pour préparer Groupama 4, toute l'architecture électronique, les analyses sur Groupama 70, etc. Ça me tentait en fait d'aller au bout de l'aventure en allant sur l'eau, même si c'était pas pour faire mon travail original. Donc je retourne voir Franck et je lui dis Mediaman, ça va Et là il me dit bon, Mediaman, ça va, si tu apprends à faire des images, c'est bon. Donc je vais faire 2-3 stages, ou un stage notamment pour faire des images. Je continue à naviguer tout le temps et puis au lieu de faire uniquement mon travail, de plus en plus je prends ma caméra et puis voilà. Mais dans l'esprit et de Damien Foxhall et de Franck Camas, la règle, ils font ça pour respecter la règle, donc ils optimisent la règle. Comme ça, on a un gars de l'équipe, on a un gars qui peut réparer si on a des problèmes électroniques, on a un gars qui peut filer des coups de main.
est-ce qu'ils seraient un peu à la limite de la légalité d'ailleurs, ou est-ce que ils ont vraiment une vision en disant il va falloir des images de qualité. Non, en fait, je pense qu'ils ont pas envie de s'embêter. Je pense qu'ils voient le Mediaman comme une contrainte. Voilà, c'est ça. Et puis avoir un mec qui connaisse à bord, et ben voilà. Après, Franck veut quand même, enfin, le souci de faire plaisir à son partenaire. Et donc il m'a dit très clairement, il m'a dit je veux bien que tu sois Mediaman, mais il faut que tu apprennes à faire des images et puis que tu te débrouilles pour remplir le rôle. Hein. On va pas te balader comme ça en croisière. Après, oui, effectivement, en Mediaman, tu n'as pas le droit de faire d'autres activités que celles que tu as évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire faire des comportements, on va dire, normaux sur un bateau qui consiste de vie à bord, qui peuvent aller du ménage à la préparation de la nourriture, mais tu n'as pas le droit de participer à la performance. Tu n'as pas le droit de réparer. T'as pas le droit. Donc dans son esprit, c'était clair que s'il y avait eu un souci d'électronique ou d'informatique à bord, tu ne serais pas intervenu. Oui, effectivement, oui. D'accord, c'était ma question. C'était pas le but. Non, le but c'était pas de contourner la règle. Ouais. Le but, mais il faut bien savoir, en fait, il y avait deux options parce que le métier n'existait pas. Ouais. Donc, soit tu prends un marin et tu t'en fais un caméraman, soit tu prends un caméraman et t'en fais un marin. Là, en l'occurrence, ils ont choisi de prendre un mec qui naviguait et puis qui naviguait beaucoup, qui avait l'habitude de bosser à l'intérieur et puis d'en faire un caméraman, quoi. Alors, raconte-nous tes débuts parce que là, c'est bien d'apprendre à servir. Donc j'ai eu le job, je suis content. J'ai eu le job. Je vais faire la Volvo quand même, c'est pas rien. Maintenant, il faut se continuer le truc, quoi. Ouais. Alors effectivement, au mois de. Donc, je me souviens, on s'était croisés quand tu étais rentré, t'avais fait une semaine de formation, quoi. Oui. C'est pas. T'as pas fait une école en 2 ans, quoi. C'est le truc. Non, j'ai fait une semaine de formation. Après, je le fais de plus en plus. Je continue à naviguer sur Groupama 4. Alors forcément, je m'intéresse à mes sujets d'électronique puisque j'ai quand même beaucoup travaillé sur la mise en place des systèmes. Mais de plus en plus, je prends ma caméra. Au mois de septembre, ou fin août, on me dit clairement, ça y est, maintenant, t'arrêtes la performance et l'électronique. J'étais responsable du département et c'est Charles Caudrelier qui devient le responsable de département, ce qui nous vaut beaucoup de. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de blagues à ce sujet-là. Donc. Charles Caudrelier qui est chef de car sur le bateau. Non, il n'est pas chef de car. Il n'est pas encore chef de car. Non, il est équipier, Charles. D'accord. Ouais, sur Groupama 4. Ouais. Et équipier, deuxième navigateur. C'est lui. Le fameux. Et en charge, du coup, de la performance à ma place. Voilà. D'accord. Donc je commence effectivement, j'arrive à Alicante et puis je me focalise complètement dans ce job-là. Et au départ, c'était vraiment dans mon esprit, j'avais l'intention de bien le faire, évidemment. C'était vraiment aussi une occasion de faire le tour du monde à bord d'un Volvo. Et très très vite, je me prends au jeu et j'ai envie de faire le mieux. Et je me passionne pour le truc. Et en fait, faire 9 mois où tu dois tous les jours envoyer des photos, un sujet de 2 minutes de vidéo, tout ça, ça vaut pas mal d'école en fait. C'est extrêmement difficile. Et puis, il faut se passionner pour le truc, parce que si tu te passionnes pas pour ça, tu deviens fou. À bord d'un Volvo où t'as pas le droit de naviguer et si tu t'intéresses pas à ce que tu as à faire, c'est juste pas possible. Donc, Et alors aujourd'hui le rôle est assez connu et aujourd'hui un marin professionnel qui arrive sur un bateau, il y a un gars qui vient avec une caméra qui est même en train de changer une voile d'avant dans la baston et il répond à l'interview. Maintenant c'est intégré chez les professionnels, mais à l'époque c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu galères un petit peu au début à la fois dans ta capacité à trouver des histoires à raconter, dans ta capacité à trouver des interlocuteurs, à des gens qui racontent un peu les histoires J'imagine que c'est à la fin c'est quand même plus facile qu'au début, mais alors on n'est pas habitué en France à avoir des médiamans à bord des bateaux. Donc l'avantage que j'ai, c'est que dès que j'envoie un truc, les gens sont contents en fait, parce que ça arrive assez. On n'est pas habitué à ça. Il y a à la fois des nouveaux convertis, quoi. On découvre le truc, voilà. Et tout le monde trouve ça génial, presque quelle que soit la qualité ou quel que soit le contenu, quoi. Exactement. Après, ce que je galère, non, les gens s'habituent assez vite en fait. J'ai quelques demandes un petit peu. Donc ça, c'est des chocs culturels avec la Volvo Ocean Race. Je me souviens que j'ai eu une demande insistante pour faire chanter Jingle Bell le jour de Noël à l'équipage, alors qu'on était dans le poteau noir vers Abu Dhabi et qu'on avait perdu notre première place et qu'on était en train de se faire... il y avait des bateaux qui passaient dans notre est les uns après les autres. J'ai même pas essayé d'essayer de faire chanter Jingle Bell à Franck Camas ou Jean-Luc Nélias. C'était pas la peine. Il y a un décalage. C'était même risqué pour toi. Voilà. Donc voilà, il y a effectivement des demandes qui sont un petit peu en décalage avec
avec l'esprit d'un équipage français qui est pas habitué à ça. Mais au final, la plupart, enfin même tous les équipiers sont coopératifs. Ils jouent le jeu et ils m'aident sur ce coup-là. Voilà. Ils savent que je vais les aider moi aussi, hein. Donc c'est donnant-donnant, hein. J'ai le droit de leur préparer à manger, j'ai le droit de les aider un petit peu à faire en sorte que leur vie quotidienne soit plus facile. Et en échange, ils m'aident en fait à réaliser mon travail de manière la plus facile Ouais, de possible. toute façon, ils se disent que s'ils te mettent des bâtons dans les roues, tu vas Exactement. faire du lyophiles mal dosé. Voilà. Alors, ce rôle-là, justement, ce rôle extra médiaman, dont toi-même t'as beaucoup rigolé en disant je suis l'homme de ménage ou le cuistot, c'est vraiment un rôle en tant que tel ou tu fais ça un petit peu quand t'as le temps ou tu mets le même professionnalisme, le même cœur que... Ah mais non, mais souvent on me demande, mais t'es pas frustré de pas naviguer Non, mais j'y passe des heures et des heures. Je suis sans arrêt à l'affût de quelque chose à raconter parce que... Ah non, je te parle pas de la partie médiaman, je te parle de la partie justement cuisine et ménage. Cuisine et ménage. Qui est forcément moins funky. Tu fais ça avec le même professionnalisme ou tu fais ça parce qu'il faut le faire? Ça me plaît pas spécialement. Après, la cuisine, c'est vraiment pas compliqué. Ouais, moi j'ai eu la chance de faire un convoyage retour du Fastnet sur Groupama 4 juste avant la Volvo, et je me souviens de t'avoir vu prendre un sachet mais de 1 kilo de lyophilisé, de le foutre dans la bassine, de foutre du fromage, de foutre le truc de touiller et puis de dire c'est prêt. Ça faisait pas rêver, et notamment le sachet de bolognaise lyophilisée par-dessus tout ça avec la poudre qui s'envolait, quoi. C'est marrant parce qu'on a fait un meeting, une réunion avitaillement ce matin chez Gitana. Je pense que ça nous a tous dégoûté des lyophilisés. On n'y arrive plus en fait. Ouais. On est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait, on en prend combien, un peu 1 sur 2, 1 sur 3, 2 sur 3. Ah ouais, mais c'est vraiment pas bon. Je pense que ça nous a traumatisé cette Volvo et les suivantes d'ailleurs. Et pourtant, on faisait partie, je pense, des équipages qui faisaient le plus attention, qui essayaient de... Moi, j'ai navigué sur d'autres bateaux, notamment dans la Volvo récemment, là, où il y a beaucoup moins d'attention. C'est encore pire. C'est possible. Je ne savais pas que c'était possible, mais c'est possible, c'est pire. Ouais. Et donc, du coup, du coup, je fais ça. Non, en fait, c'est une contrainte, mais enfin, c'est des contraintes, tout le monde en a. Non, le truc qui est un petit peu pénible, c'est que du coup, je me retrouve intendant du bord. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la bouffe, mais du coup, c'est moi qui est aussi, j'étais impliqué dans la préparation des sacs de bouffe, donc c'est moi qui a la liste et qui sait où se trouvent les choses. Et donc, j'ai sans arrêt des demandes, où sont les bars et machin, où sont le truc, qu'est-ce qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'on mange ce soir. J'ai la question, on est 11 à bord, j'ai la question 10 fois par jour, fois 2 repas. Donc ça, c'est le côté un peu, voilà. Mais et du coup, ils font pas du tout, les autres font pas du tout à bouffer. Non, sur Groupama 4, non, pas du tout. C'est moi qui ai tout fait. Ça a changé depuis sur la Volvo, là, quand j'étais sur Brunel il y a 2 ans. Là. Ils sont un peu plus autonomes, quoi. C'était plus du tout ça. Mais à l'époque, Groupama 4, ouais, c'était le médiaman faisait à manger. Ouais. Alors, c'est une épopée incroyable parce que Groupama et son équipage, vous allez gagner la Volvo. Donc ouais. C'est un truc extraordinaire. Hein. C'est pour les gens qui suivaient, c'était vraiment fabuleux avec une arrivée à Lorient dont on se souviendra longtemps. Tu vas filmer la patrouille de France, je me souviens du passage de la patrouille de France. Raconte-nous un peu l'ambiance dans l'équipage parce que ça n'a pas été facile tout le temps. Il y a eu des tensions assez fortes jusqu'à la victoire finale. Thomas Coville va beaucoup raconter que tu joues un rôle justement dans l'ambiance du bord, un rôle un peu de tampon, un rôle de je sais pas quel terme qu'on pourrait employer, mais tu vas apaiser un certain nombre de relations. Est-ce que tu as le même souvenir? Quel est ton rôle? Au-delà du rôle technique pur, quel est ton rôle justement dans la partie un peu management de l'équipage? Est-ce que t'as ces souvenirs indirectement? Non, écoute, c'est vrai que Franck Hamas mettant beaucoup de tension, étant un type assez dur qui pousse à la performance et qui fait assez peu de compromis. Donc c'est vrai que il est arrivé que certains équipiers expriment leur frustration à travers moi. C'est une notoriété publique, hein, je veux dire les difficultés de l'équipage comme dans toutes les équipes. Je cherche pas la petite bête. Hein, non. Bah non, mais de toute façon maintenant l'histoire elle est écrite, tout le monde la connaît. Hein, donc il y a eu effectivement des tensions au début de la course, après la première étape qui était une étape ratée. Et puis il y a eu de nouveau un petit peu des tensions à la fin qui ont été, qui sont dues principalement à la longueur de la course et qui ont été nettement, on va dire, atténuées par le fait qu'on avait des bons résultats. Je pense que si on avait eu des mauvais résultats à ce moment-là, ça aurait été moins sympa. Mais oui, non, effectivement, il y a certains équipiers qui ont tendance parfois à venir me voir pour exprimer leur
frustration à travers quelqu'un qui est pas directement impliqué. Mais voilà, ça va pas chercher plus loin. Tu fais office de confessionnel ou de confessionnel, psy, ouais. Peut-être, mais ça, c'est pas. Je pense pas que ce soit essentiel dans le fonctionnement de l'équipage. En préparant le truc, Thomas a beaucoup raconté que tu avais joué un rôle essentiel dans cette période-là. Peut-être que si c'est vrai, je m'en suis pas forcément rendu compte. C'est encore plus beau. Peut-être, ouais. Mais effectivement, il y a des gens qui viennent me voir. En plus, moi, j'ai une relation assez proche finalement avec Franck. Donc peut-être qu'il y a des gens aussi qui viennent me voir en me disant c'est une manière de parler à Franck de manière indirecte, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un rôle qui peut paraître frustrant au départ, mais ce rôle de médiaman, mais qui a été en fait passionnant et un déclencheur pour moi dans le reste. Dans la poursuite de ma carrière. Oui, parce qu'après, tu vas plus faire que ça. Juste une petite chose. J'ai trouvé une citation que tu avais donnée, je crois que c'est dans Course au large. Tu dis, peu de gens savent faire ce boulot de médiaman. Un marin ne sait pas forcément faire du reportage et un journaliste ne sait pas forcément s'adapter à la vie à bord. Donc, toi, tu considères qu'il faut vraiment être dans cet entre-deux, d'être à la fois un navigant et... Il y a une condition sine qua non. Tu peux ne pas être navigant. Sur la dernière Volvo, il y avait des médiamans qui sont arrivés et qui avaient jamais fait de voile quasiment. Mais il faut réussir à vivre à bord. Et ça, c'est difficile. Il y a peu de gens qui sont à l'aise à bord d'un bateau. C'est pas n'importe quel bateau, quoi. C'est pas n'importe quel bateau. Et puis, ça va pas dans le bon sens. En plus, le développement des bateaux actuels, ils sont pas de plus en plus confortables. Donc, en tout cas, c'est pas ce qu'on vise, le confort. Donc, il faut réussir à vivre dedans. Faut pas être malade ou pas trop malade. Et puis, il faut réussir à travailler, s'adapter à l'environnement. Une fois qu'on a ça, effectivement, il faut être aussi capable, il faut avoir une fibre pour tout ce qui est image et puis essayer de raconter ce qui se passe. C'est vachement dur, en fait, de raconter ce qui se passe. En fait, à bord d'un bateau, il y a des routines qui se mettent en place. Et les routines font partie de la vie des marins. Et les marins ne remarquent même plus des choses qui sont évidentes pour eux, mais qui, quand on les raconte au public, deviennent vachement intéressantes. Parce que les gens qui sont extérieurs, qui font de la voile sur des bateaux un petit peu plus classiques, n'imaginent pas ce que ça peut être de naviguer sur ces bateaux-là. Donc il faut réussir à s'extraire un petit peu de ce rôle de navigant et à essayer d'identifier des choses qui sont évidentes pour les navigants, mais qui ne le sont pas pour le monde extérieur, et à les raconter. Tu considères que si tu n'avais pas eu le vécu maritime que tu as eu, plus la vie dans l'équipe que tu as eu, tu n'aurais pas pu raconter tout ce que tu as raconté ? Alors, la vie dans l'équipe, c'est essentiel parce que tu apprends à connaître les gens, à établir une relation de confiance. Les gens viennent pas te voir et te raconter leur vie et ce qu'ils pensent s'ils n'ont pas confiance en toi. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, alors, le savoir-faire en termes de maritime est utile pour comprendre ce qui se passe. C'est difficile de faire partager une passion à des gens si tu n'es pas toi-même passionné. Donc oui, pour moi, c'est un plus quand même. Mais par exemple, quand tu vas faire 3 Volvo au total, hein, une seule intégrale et les deux autres en pige entre guillemets. Ouais. Quand tu fais la Volvo avec Dongfeng, évidemment que tu connais une très grande partie de l'équipage, mais quand tu fais quelques étapes sur Brunel, tu n'arrives pas du tout à construire cette relation. Comment ça fonctionne ? Si, elle se construit, mais elle se construit au fur et à mesure. Ah oui, au fur et à mesure. La première étape, c'est une étape longue, c'est entre Melbourne et Hong Kong. C'est une étape longue, et un poteau noir qui dure très longtemps, et dans des conditions légères qui permettent justement de parler, de discuter, parce que quand ça va vite, c'est difficile de discuter. Et donc j'apprends un petit peu à connaître les équipiers. Tu connais personne quand tu arrives sur place. Ah non. Il y a Thomas Rouxel Thomas Rouxel vient sur l'étape du Horn, donc la 3e étape que je fais sur ce bateau-là. Sinon, je connais personne. Et donc là, t'arrives sur le bateau, il y a un sas d'intégration avant, tu passes 3-4 jours avec l'équipe avant, ou non, tu montes dessus et ça. La façon dont ça se passe. Moi, j'étais remplaçant, en fait, et je savais que j'allais faire cette étape. Sur cette édition-là, les règles avaient changé. C'était Volvo qui embauchait les médiamans et qui les plaçait à bord des bateaux. Et donc, moi, je prends l'avion, je sais pas sur quel bateau je vais naviguer. Ah oui. Et j'arrive je crois que c'est à Abu Dhabi, il y a une escale. Et là, j'ai un message en me disant, tu vas naviguer sur Brunel. Et donc, je fais Google et je regarde qui il y a sur Brunel. Donc, je m'aperçois qu'il y a un équipage de stars, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des palmarès impressionnants dans le monde de la course internationale, notamment Peter Burling. Et puis, j'arrive là-bas, je vais essayer de les rencontrer et de les connaître, et puis au fur et à mesure se construit la relation pendant cette étape qui heureusement était
était calme et permettait les discussions. Mais je sais que par exemple Thomas Rouxel, qui n'a fait que l'étape du Sud sur Brunel, il y a des gens avec qui il a très peu parlé parce que c'est très difficile de parler en fait. Si t'es pas dans ton quart, ouais. Si t'es pas dans ton quart et quand tu te croises, tu t'entends pas parler, c'est difficile de en faire plus, connaissance. tu peux parler à tout le monde parce que t'es hors quart. En plus. Ouais. Et quel souvenir tu gardes justement de cette expérience avec un équipage qui du coup tu vas faire d'autres expériences comme ça, un équipage que tu connais pas du tout, il y a que des étrangers par rapport aux équipages français que tu connais bien. Qu'est-ce qui te frappe le plus ? Déjà, je me suis vraiment très bien entendu avec eux, à part la nourriture dont on a évoqué tout à l'heure, qui était pas le point fort de l'équipage. Non, je me suis très très bien entendu avec eux, notamment avec le skipper. Et Bob King, une légende de la ouais, et puis il habite au Danemark. Alors il habite au Danemark, on s'amusait à parler danois. Enfin, j'avais mes restes de danois. Et puis un mec très sympathique. Et en fait, très très vite, moi je me suis très bien entendu avec tout le monde. Hein. Mais c'était un peu impressionnant au début d'arriver chez des gens qui n'avaient pas un seul francophone. Et du coup, en termes de fonctionnement d'équipage, par rapport à un équipage français, c'est très différent ? Oui, effectivement, c'était beaucoup plus structuré. Il y avait un navigateur qui était navigateur. Il allait effectivement faire les manœuvres, mais il avait son ordi, il fallait pas le déranger. Et il y avait des gens dans l'équipage qui savaient pas où on était. Quand je passais, c'est un ministre, le navigateur. Oui. Exactement, oui. Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié son nom. Andrew Cape. Andrew Cape, ouais, c'est ça. Qui a fait la Mini Transat en 99, je crois. Ouais. Alors ça, c'est un mec, moi, il m'impressionnait beaucoup quand je suis arrivé, parce que c'est un mec, je savais qu'il avait la réputation de pas aimer du tout la caméra et les caméramans. Donc quand t'as un navigateur qui est le seul mec, en plus, parce que c'est très structuré, qui est le seul mec qui peut te raconter des trucs et qui veut pas te parler. Et en fait, c'était un mec hyper sympathique dès qu'on parlait d'autre chose. Et quand j'ai essayé de commencer à le brancher sur la course et ce qui se passait, le temps, tout ça, il se fermait complètement. Ah oui. Donc c'était pas, ouais, mais ça veut pas dire qu'on s'entendait mal, hein, mais c'était une petite difficulté, ouais, effectivement, de l'ouvrir là-dessus. Mais. Sur ces 3 vols. Mais effectivement, alors, donc, pour revenir à ce que tu disais, il y a des gens dans l'équipage qui savaient pas où on était. On passe les îles, je sais plus quoi, là. Qui ne savaient pas où était le bateau, voilà. Physiquement. D'accord. Ouais. Il y a même des gens qui envoyaient des mails à leurs copains sur d'autres bateaux pour connaître le TA. Ah ouais. Parce que ça se faisait pas, l'équipier régleur, machin, n'allait pas parler au navigateur. C'était un peu spécial, ouais. Un peu spécial de ce point de vue-là. Et ça n'empêche pas que les gens s'entendaient bien, hein, que c'était agréable. C'était une ambiance agréable, mais très, très compartimentée. De tes 3 Volvo Ocean Race qui sont toutes les 3 très 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 différentes, il y a la victoire de 2011 qui est la victoire de c'est en 2012 du coup, c'est en juin 2012, qui j'imagine est un moment incroyable. Mais quel souvenir tu gardes du point de vue du médiaman ? Est-ce qu'il y a des images qui t'ont vraiment marqué ? Est-ce qu'il y a des moments incroyables ? J'imagine que je pense qu'il y a un dématage. J'ai eu 2 dématages. J'étais content de pas démater la 3e fois. J'ai des souvenirs d'images que tu as faites à Ushuaia avec Dongfang, qui sont extraordinaires. En fait, paradoxalement, Dongfang, c'est un super projet. Je pense qu'on a été très compétitif et à la surprise générale, y compris la nôtre d'ailleurs. Et je pense que c'est une course qu'on aurait pu gagner dès 2015. Alors moi, j'étais pas du tout dans l'édition où ils ont gagné en 2017. Mais effectivement, les espoirs, très vite, on a montré un potentiel de vitesse très important. Et les espoirs sont un petit peu atténués. Alors, c'était Charles Caudrelier, le skipper. C'était Charles Caudrelier, le skipper. Il y avait, dans les Français, il y avait Pascal Bidégory, un navigateur. Il y avait Kevin Escoffier. Pascal Bidégory qui nous a permis de faire un podcast mémorable. Ouais. Et donc, effectivement, on démate 200 000 enfin très peu de temps avant le Cap Horn, et on se retrouve à Ushuaia. Ouais. Et alors paradoxalement, c'est triste parce qu'on sait qu'on est en train de perdre la course, mais ce sont des images qui sont incroyables de se retrouver là. Et là, ça redevient l'aventure en fait. Il faut essayer d'imaginer un truc comme avec Groupama 2 ans auparavant à Punta del Este quand on avait cassé le mât. Là, il faut se débrouiller pour partir d'Ushuaia et puis aller au départ de l'étape suivante. Donc là, on peut pas, à la différence de Groupama, avec Dongfang, on ne peut pas terminer en course parce qu'on a besoin du moteur, on a besoin d'équipiers supplémentaires pour ramener le bateau en haut, mais à Itajaí. Mais il y a quand même une notion d'aventure et de course contre la montre pour réussir à se débrouiller, à rallier Itajaí dans les temps pour continuer la course, quoi, tout simplement.
Et donc du coup, je te repose ma question. C'est quoi les images qui t'ont sur ces 3 Volvo, les images qui sont les images en termes d'images ou en termes de souvenirs. De souvenirs. Peut-être que c'est découplé, hein, mais j'en ai plein des souvenirs. C'est très difficile. Groupama, il y a une image de Groupama. Là, dès le premier jour, j'ai une image qui m'a frappé où je suis dans le jus complet. Ça fait 3 heures qu'on est parti. On part très mal. On sort avant-dernier, je crois, du parcours côtier. Là. Et puis moi, je suis en bas en train d'essayer d'envoyer mes images. C'est assez stressant les jours de départ pour un médiaman puisqu'il doit assurer un direct, envoyer des images. Il y a plein de choses à faire. Et puis d'un seul coup, je sors et je vois Martin Stromberg qui me regarde et qui me fait... Il a un sourire jusque-là. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, on a un bateau extraordinaire. Je dis, super. Pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, regarde, on a passé un tel, et puis il y a les deux devant, il y a un bord de reaching. Dans le sud de l'Espagne, là, qui vous remontez toute la flotte. De Gata, là. Et où on se rend compte, effectivement, que le bateau a un potentiel énorme à cette allure. Et il faudra attendre 2 étapes et éventuellement une victoire à Auckland pour confirmer et utiliser ce potentiel. Mais on a eu ce petit avant-goût. Et c'est une image qui m'a marqué parce que ça va pas, on est avant-dernier, et puis je galère, et machin, et puis l'autre qui arrive avec son sourire et qui me dit, on a un bateau qui est génial. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que j'ai comme autre image? À Punta del Este, on a un mât qui est cassé en 2, il y a l'équipe qui est en train d'essayer de faire un manchon de le manchonner, et puis de faire un gréement plus court pour ramener le bateau à Itajaí. On est, avec Franck, on se donne rendez-vous pour aller déjeuner ou dîner, je sais plus, et on se retrouve à la terrasse d'un resto, et puis il me regarde, il me fait, ah, c'est quand même con, on aurait pu la gagner cette course. Je dis quoi? Tu parles de l'étape ou de la course? Il me fait non, la course. Je dis c'est pas fini. Alors sans y croire trop moi-même, je lui dis c'est pas fini. Il me fait non, c'est pas fini, mais enfin bon là quand même il faudrait un paquet de bon enchaînement de choses pour que ça se passe bien. Et puis on discute un petit peu et on finit par se convaincre, ou il finit par se convaincre que c'est pas fini et puis qu'on va tout faire pour continuer. Mais enfin, je sens qu'il y a quand même une. Ce qui est rare, les aveux de faiblesse de Franck Camas ne sont pas courants. Ce qui est rare. Mais effectivement, on n'était pas bien là. On était à 3 étapes ou à 4 étapes de l'arrivée, avec un mât cassé en 2, sans savoir si on allait pouvoir terminer l'étape, et avec nos concurrents principaux qui nous passaient devant. Donc, quel souvenir tu gardes de la victoire? Qui a presque lieu en 2 temps. Il y a l'arrivée victorieuse à Lorient qui, pour les marins du cru, moi j'étais sur les pontons, c'est un moment extraordinaire, franchement, littéralement quoi. Ouais. Il y a le fameux survol de la patrouille de France. Et il y a surtout juste un petit peu avant la patrouille de France. C'est ce que je voulais on est en train, il y a des images. C'est où vous passez des images qui sont dingues en fait. Non, avant il y a le jibe, il y a le fameux jibe. Des images qui sont que j'ai aucun mérite, parce que c'est des images des caméras fixes, donc il suffisait d'appuyer. En l'occurrence, il suffisait d'appuyer sur un bouton. Alors, on récapitule rapidement. Départ de Lisbonne, vous enroulez les Açores et ensuite bord direct les Açores, Lorient. Et il y a un jibe à Calais qui va décider du sort de la course quasiment entre vous et les Espagnols. Au-delà du jibe, on est tous, la flotte, en train de se piller. Dans 40 nœuds. Dans 50, enfin, il y a 48 nœuds, quoi. Tu dis, mais, où est-ce que ça va s'arrêter? Et moi, j'ai souvenir de. J'étais à l'intérieur du bateau. Il y avait Franck à côté de moi. Franck, il venait de faire un quart de bar, je crois. Il s'assoit à côté de moi. Et puis, alors, je regarde. Alors, j'ai les chiffres. Je regarde le vent. Je regarde la vitesse. Je regarde les classements. Et je me dis, mais on est en train de tout jouer, 9 mois de course et 2 ans de préparation sur les 2-3 heures qui suivent là. Oui, c'est le premier qui casse qui perd en fait. Et nous, il faut juste qu'on réussisse si on casse pas, on va gagner. Et donc il y a ce jibe au milieu. Alors je regarde Franck, ça va? Ouais, ça va. Tu dors pas? Non, je dors pas. Et en fait, on n'arrive pas à dormir. C'est un moment qui est d'une tension extrême. Et effectivement, il faut caler un jibe au milieu. C'est pareil, un jibe, je ne sais plus combien il y avait, il devait y avoir 45 nœuds à ce moment-là. Un jibe dans 45 nœuds sous spi, c'est pas une manœuvre qu'on fait à l'entraînement. Hein. Donc, on le fait en 2 temps, et puis ça casse pas, ça tient. Et puis là, au fur et à mesure, tu apprends que les autres cassent. Et puis, il y a ce passage au Glénan avec la patrouille de France. Et là, effectivement, on n'a pas gagné la course, mais il y a un petit sentiment quand même. Non, mais je veux dire, on n'a pas gagné l'ensemble de la course, on a gagné l'étape. Je fais juste allusion à l'anecdote que tu m'as racontée plusieurs fois où, en fait, je crois que vous avez un problème de grand voile, c'est ça, hein, la grand voile ne monte pas tout en haut. Donc à l'avant, vous devez avoir un code 0, un soleil, il y a 3 voiles d'avant.
Et puis il y a Akamas qui trépigne en disant on va se faire rattraper. Et puis à l'arrivée, Charles qui lui dit, effectivement. écoute, t'es gentil, on est à 20 000 de l'arrivée et les autres ils sont 20 000 derrière, donc Ouais. mécaniquement ils ne peuvent pas nous rattraper. Quoi. Effectivement, il y a eu ce. Franck, oui, c'est quelqu'un qui pas à l'aise quand le bateau est pas au maximum de ce qu'il peut faire. Donc Charles avait il avait pas trop de responsabilité de chef de quart ou de skipper, donc il avait la capacité à prendre un petit peu de recul des fois et puis à dire bon, calmez-vous, regardez un petit peu ce qui se passe quoi. Et donc vous gagnez. Alors vous gagnez l'étape, vous gagnez l'Inport qui est derrière sous un soleil incroyable. Et alors vous gagnez pas la dernière étape à Galway, mais vous arrivez au milieu de la nuit à Galway. On arrive deuxième derrière Camper. Voilà, c'est ça. Et oui, effectivement, c'est un rêve éveillé. Ouais. C'est un rêve, ouais. Ce sont des souvenirs. Hein. Ouais, c'est difficile de faire mieux. Ouais. Donc là, toi, tu vas basculer complètement. Tu vas devenir médiaman professionnel. Alors du coup, c'est quand même une belle carte de visite. Médiaman sur la Volvo, sur le bateau vainqueur. Il y a des prix en plus entre médiaman et. Ouais, alors je les ai pas gagnés. J'en ai gagné, je sais plus, un ou deux. Mais bon, j'ai pas gagné le prix final. Ouais. Voilà, mais en tout cas. Dans le monde du médiaman naissant, c'est avoir fait la Volvo, c'est comme une carte de visite incroyable. Donc du coup derrière ça va s'enchaîner. À partir de quel moment tu comprends qu'en fait c'est un vrai job et que c'est le tien et que du coup tu vas te développer dans ce truc-là. Ouais, j'hésite un peu pendant 2 ans encore entre mon ancien boulot. D'ailleurs ce sont Franck avec son projet Classe C et Charles avec Don Frank qui me rappellent en fait pour faire mon ancien métier. Mais assez vite, je me rends compte que j'ai envie de faire de l'image et que c'est ce qui me passionne. J'ai la chance d'enchaîner juste après l'épopée Groupama, d'enchaîner un film, le film en solitaire. Avec François Cluzet, donc il y a une fiction autour du Vendée Globe. Voilà. Et donc j'étais embarqué en tant que... On était 3 navigants et donc c'était Alex Peya, le skipper. On était 3 navigants qui faisaient aussi partie plus ou moins de l'équipe du film en fait. Moi, j'étais navigant, je m'occupais de la nave et je m'occupais d'aller tourner le making-of. Et puis, je faisais, quand il y avait des plans où il fallait monter dans le mât, etc., je le faisais pour l'équipe. Et accessoirement, j'étais doublure de François Cluzet. Donc, il me mettait une perruque, un ciré, et puis j'allais faire le singe à l'avant pour les besoins du film. Et ça, c'était une expérience extraordinaire qui a continué à... C'était sur l'ancien DCNS, hein. C'est ça, ouais. Qui aujourd'hui est le bateau de... Je sais pas, tu couperas ça, non? Non, tu vas retrouver. On va retrouver. Stéphane Le Diraison a navigué sur un bateau équivalent. Non, ça, je crois que Stéphane, c'est l'ancien Hugo Boss. Non, l'ancien DCNS, ça doit être le bateau de Damien Séguin. Tu vérifieras. On vérifiera. Vous nous excuserez. on va le garder, on l'enlèvera pas au montage. Vous nous excuserez si on s'est trompé. Bon, enfin, c'est l'un des deux, quoi. Voilà. Et donc, ouais, expérience extraordinaire dans laquelle ça me conforte en fait dans l'idée que j'aime beaucoup ce métier-là, les choses autour de l'image. Et ça, c'était une aventure en soi aussi, en solitaire. Tourner un film avec une équipe de tournage, même réduite, à bord d'un IMOCA. Il faut savoir qu'on était 17 à bord. 17 à bord avec 16 personnes malades de mal de mer pour tourner des scènes d'action, de voile. C'était vachement sympa. Ça, tu vas encore enchaîner parce que du coup tu vas faire un trophée Jules Verne avec Spindrift. Ouais. Tu vas faire une traversée de l'Atlantique sur Comanche, qui est le plan Verdier, le 100 pieds Verdier. Donc du coup, au fur et à mesure, tu vas devenir un professionnel de ce métier-là qui émerge. Vous n'êtes pas très très nombreux quand même. Il y a pas des masses de médiaman. Comment il se structure, comment il s'organise? Est-ce qu'il y a des règles qui se mettent en place? Est-ce qu'il y a des outils qui émergent? Est-ce que ça se structure ou ça reste encore quelque chose de très terrain et encore improvisé? Il y a pas d'école de médiaman, quoi, mais non, mais enfin la Volvo en fait fait office vraiment de règles. Quand des organisations de courses ont tenté de mettre en place des courses avec des médiamans, avec plus ou moins de succès, la plupart se sont basés sur les règles de la Volvo. En gros, on a quelqu'un qui est à bord du bateau, qui est dédié à l'image et puis à l'histoire en général, et qui n'a pas le droit de participer à la performance. Voilà. Après, la frontière est toujours difficile à trouver, parce que finalement, faire la nourriture, quelque part, ça fait partie de la performance. Mais bon, voilà, on se base sur ces règles-là, qui font jurisprudence, un petit peu les règles de la Volvo, et voilà. Après, il y a des courses ou des records, notamment comme Spindrift, le Jules Verne ou Comanche, où il n'y a pas de règles, donc il n'y a pas de médiaman. Donc
Donc là, on m'explique au début, oui, c'est bien, tu fais médiaman et tu vas faire ton boulot de médiaman. Par contre, ça, c'est une manivelle, il va falloir que tu la tournes, quoi, hein, souvent. Donc, et ça va être ta priorité. Voilà. Ouais. T'es un peu moins médiaman, un peu plus équipier. Voilà. Il y a juste une petite question sur l'évolution des dernières Volvo. Je me souviens qu'il y a eu aussi pas mal de discussions autour de si quand tu filmes l'avant, ne filme pas la combinaison de voile. Quand tu filmes tel truc, fais attention de ne pas montrer trop de trucs sur l'écran. Il y a aussi une petite culture de la confidentialité qui s'est mise en place au fur et à mesure. Alors justement, c'était assez prégnant sur la dernière Volvo, sur Dongfeng. Il disait beaucoup, ils peuvent tout savoir. Il y a beaucoup d'espionnage. Enfin, les gens, ils regardent les images des autres pour voir leur config, etc. Oui, etc. oui. Alors moi, j'ai pas navigué sur Dongfeng la dernière édition. Effectivement, sur Groupama, alors c'était encore pire au début. Groupama et les autres bateaux, cette génération de bateaux, c'était des protos, hein, donc des choses qu'il fallait pas montrer. Sur Dongfeng en 2014, oui, il y avait quelques secrets. Et en tant que médiaman de l'équipe, on les montrait pas, mais ça m'a pas vraiment marqué en fait. Et je pense que d'une manière générale, les équipages avec lesquels j'ai navigué il y a toujours quelques personnes qui étaient un petit peu pas parano, mais on va dire prudentes. Mais les skippers, donc les personnes qui décidaient, étaient relativement ouvertes. Franck Camas, c'est quelqu'un qui raconte très facilement les choses, qui cache très peu de choses en fait. T'es toujours libre, quels que soient les projets sur lesquels t'as navigué, t'es toujours libre. C'est toi qui décides ce que t'envoies. Ouais, j'ai jamais eu quelqu'un à vérifier. Jamais personne t'a demandé de consulter ou jamais personne t'a dit bah ça tu montres pas. Pendant les courses, non. Pendant les courses, c'est pas arrivé. Non, j'ai toujours été assez libre en fait. Il peut y avoir un filtrage à terre par contre. Oui, ça, bien sûr. Oui. Ça t'est arrivé tu sais que si jamais t'as déjà envoyé des images et à terre on t'a dit écoute ça c'est pas indispensable. Alors j'ai eu des retours, oui, j'ai déjà eu des retours. On me disait oui ça c'est pas terrible, mais des photos, j'ai le souvenir d'une photo un peu trop dénudée alors que ça faisait partie de notre quotidien, de Martin Kreit sur Groupama. Nous ça nous faisait marrer, et puis à terre en fait on était un petit peu en décalage et on nous dit bah non ça va pas ça. Mais bon, enfin mais c'est vraiment anecdotique. En général, j'ai l'impression d'avoir assez peu été toujours été libre de tes propositions. Ouais. Et pour compléter, est-ce qu'il y a des moments où quand tu prends des images ou quand tu les envoies, tu dis ça c'est fort, ça vous allez voir ce que vous allez voir. Ah bah oui, il y a des fois je sais que j'ai une plaque comme on dit quoi. Quand j'envoie sur Brunel, quand on fait voler un drone, 42 dedans. T'envoies les images, quand t'appuies sur scène, tu te dis, celle-là, oui, c'est ce qu'on va aller voir. Celle-là, ouais, on va aller voir, ouais. Tu le sens, quoi. Tu t'en rends compte. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Alors, et ça peut être soit des images impressionnantes, soit des histoires sympas. Sur la Brest Atlantique, sur Gitana l'année dernière, j'ai su à certains sujets qui allaient plaire tout de suite, quoi. Sur des choses qui n'étaient pas forcément du drone ou des images impressionnantes, mais juste des scènes de vie quoi entre les deux skippers et je savais que ça allait marcher quoi. Tu sais, alors du coup on va revenir dessus un tout petit peu. T'as fait un très beau film qu'on a projeté lors du festival Wind qu'on avait organisé en début février. Il y a une scène désormais fameuse pour ceux qui ont vu le film. Ils ne sont pas nombreux. Il fallait venir à Wind ou être abonné à Canal+ Sport parce qu'il est passé. Il est passé une fois sur Canal+ Sport. Il y a une fameuse scène de tension entre les deux marins où ils sont pas d'accord sur une partie de la stratégie et où ça monte pas beaucoup dans les tours, mais on voit que c'est pas chiqué, c'est devant ta caméra. Et, ils s'engueulent pas, ils argumentent un peu fort, on va dire. Et ça, quand tu le filmes, tu sais que tu te dis tiens ils ont oublié que j'étais là, sinon ils le feraient pas. Ou tiens là j'ai un moment de vérité. Quel est ton réflexe au moment où tu tournes cette scène là? Alors ça c'est l'avantage en fait d'être médiaman en se concentrant sur cette tâche là finalement, c'est que t'es à l'affût de trucs comme ça. Et là je filme et puis effectivement je me dis bah tiens ils ont oublié que j'étais là, ou ils s'en fichent, ou ils savent que je vais pas le diffuser comme ça en tout cas sans prévenir. Donc, ils se doutent pas que ça va finir sur un grand écran devant 2000 personnes, quoi. Non, mais en même temps, je pense que ça fait partie de la vie à bord. Et en fait, il y a quand même un truc, c'est que chez Gitana, c'est une des équipes. Alors, je parle à la fois du management de l'équipe et de la communication, et puis des skippers.
c'est une des équipes où on est très très libre, quoi. Enfin, nous, en tant que personne qui raconte les histoires, j'ai très peu de barrières avec Gitana. Effectivement, j'ai des demandes de la part de clients de dire, bah, voilà, je voudrais des films sur ce thème-là ou sur ce... Mais quand on a des choses intéressantes, bah, j'ai filmé un meeting de management la semaine dernière chez eux. On se connaît très bien, on se fait confiance. Je sais qu'ils savent bien que je vais pas le diffuser. Enfin, évidemment, de toute façon, ils vérifient tout ce que je diffuse, ils le regardent. Mais on a des images avec des moments hyper authentiques. Et donc, ils ont cette culture-là dans cette équipe, maintenant, en tout cas, qui est très riche et qui est très intéressante pour nous. C'est extrêmement valorisant pour l'équipage, les marins, ces moments de vérité-là qui ne sont pas accessibles, pour le coup, au grand public, sont des moments très forts. Mais justement, il y en a, au final, des moments de tension. On a pu en voir beaucoup dans les images que tu filmes. On voit mais plutôt des moments de tension individuels ou des moments de tension collectifs. Mais un dialogue alors, encore une fois, c'est pas une engueulade, mais c'est vraiment une discussion forte entre deux hommes, et on la voit pas souvent, quoi. Non, mais je pense qu'en fait, le fait qu'ils m'autorisent à filmer pendant ce moment, peut-être qu'ils vont oublier, je sais pas, mais ils savent aussi que derrière, il y a des gens qui vont, s'ils s'en servent, pas faire n'importe quoi avec. On a fait une erreur un jour c'était sur Dongfang, où c'était comment il s'appelle, Mark Turner, qui était responsable du projet, hein, et puis qui m'encourageait en tant que médiaman, et c'était très bien de sa part, à tout montrer. Il dit, Yann, faut que tu montres tout. Et je suis allé un peu loin, sans doute, lors de la Leg 0 avec Dongfang, l'équipage perd une voile sur un virement. La voile tombe à l'eau. Et moi, je me dis, histoire de dingue, la voile tombe à l'eau, je filme. Et puis j'envoie à Volvo Ocean Race. Et Volvo le diffuse assez mal. Parce qu'il s'avère qu'on était en tête, on récupère la voile, et on était toujours en tête après avoir récupéré la voile. Mais la nuit d'après, on se fait doubler pour une mauvaise option. Et en fait, pour eux, c'était facile de raconter l'histoire en disant, bah voilà, ils étaient en tête, ils ont fait tomber la voile, regardez, ils sont avant-derniers. Et en fait, on est passé, c'était très embarrassant. On a eu des commentaires qui étaient extrêmement mauvais sur les réseaux sociaux. Et bon, ces moments-là, je considère que c'est très important de les filmer. Il faut juste les diffuser de manière un petit peu intelligente après, quoi. Si on avait attendu de faire deuxième ou à une étape pour diffuser ça n'a pas la même valeur, et le contexte est complètement différent. C'est-à-dire que tu maîtrises la production, mais tu maîtrises pas forcément la diffusion et la manière dont c'est diffusé derrière. Alors, dans ce cas-là, non. Voilà. Donc il faut faire d'autant plus attention à ce que tu... Mais en fait, par exemple, maintenant, sur Gitana, on filme tout. Voilà, on essaye de filmer le maximum de choses, et puis on essaye de diffuser de manière intelligente derrière, mais encore une fois, il y a assez peu de freins, assez peu de limites. Et est-ce que du coup, à contrario, est-ce que toi, il y a des moments où tu as éteint ta caméra ? Tu te dis non, là, c'est... Non. Tu nous racontes ce que c'est, mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis c'est pas le moment ? Non, mais je pense que le but, c'est quand même de pas... Il y a forcément, quand on est au large, des moments où les marins, en général, quels qu'ils soient, sont pas dans une situation très avantageuse pour eux. Et le but, c'est pas de les montrer dans ces situations. Donc ça peut être physique ou émotionnel. Et c'est pas forcément intéressant. Ça n'apporte rien finalement. Donc, mais éteindre ma caméra, non, pas forcément d'ailleurs. Sur les blessures, moi j'ai du mal effectivement sur les blessures. Quand il y a quelqu'un qui se blesse, on m'a encouragé sur la Volvo à dire faut que tu filmes. Je dis bah non, le mec il saigne, machin, on sait pas ce qu'il a. Enfin, ça me gêne quoi. Ça me plaît pas tellement. Et puis pour la diffusion encore moins, parce que là pour le coup, le pire des choses c'est que les proches de la personne apprennent que cette personne s'est blessée en regardant le site de la Volvo. Donc ça me dérange un petit peu. Donc ça m'arrive d'éteindre ma caméra parfois. Alors pour finir, on va parler un peu matériel, parce que quand même entre les premiers drones que tu as perdus sur Groupama parce qu'ils sont tombés à l'eau, et puis ce que tu es capable de faire aujourd'hui de nuit dans 40 nœuds. Par exemple sur le trophée Jules Verne, c'est quoi tu pars avec quoi comme matériel, qui doit être, j'imagine, le matériel que tu emmènes en général sur une course aujourd'hui? Alors c'est pas complètement défini, ce sera un peu plus light, un peu plus léger comme setup que sur les autres courses, parce que déjà j'aurai moins de temps à y consacrer, hein, donc je vais partir, et puis je vais amener un petit peu moins de choses, mais il y aura forcément un drone ou probablement deux drones.
Et puis un ou deux boîtiers classiques de caméra avec deux objectifs, des objectifs qui permettent, des boîtiers, des objectifs qui permettent de filmer en basse luminosité. Parce que je trouve que la nuit, en fait, ça crée vraiment, une ambiance qui est sympa. La moitié de notre temps, on navigue de nuit, hein, donc c'est sympa d'essayer de retranscrire ça. Et voilà. Et puis des GoPro, en fait, ou des action cam. En fait, on a une chance qui est quand même incroyable, c'est que, en fait, autant ces 30 dernières années, la voile elle a évolué de manière complètement spectaculaire, hein, puisqu'on va 2 fois plus vite que les bateaux d'il y a 20 ans. Mais alors, du coup, c'est devenu aussi plus difficile de filmer parce qu'on est dans des conditions moins confortables qu'auparavant. Mais parallèlement à ça, le matériel qui nous permet de filmer a évolué de manière extraordinaire aussi. Donc, envoyer un drone dans 40 nœuds, il y a 10 ans, c'était complètement improbable. Bon, maintenant, on arrive à le faire. On réussit pas à chaque coup, mais on arrive à le faire. Tu arrives à l'envoyer, mais tu n'arrives pas forcément à le récupérer. Bon, j'ai perdu des drones, mais sur la Volvo, j'en ai pas perdu. Sur le Brest-Atlantique non plus. C'est pas forcément d'ailleurs dans les conditions les plus difficiles qu'on perd du matériel. Mais donc il y a les drones, c'est ce qu'on voit le plus, mais il n'y a pas que les drones. On a des caméras qui font des ralentis exceptionnels, qui stabilisent l'image de manière exceptionnelle. Les action cam aujourd'hui permettent d'avoir de tenir une caméra à bout de bras et d'avoir une image stabilisée derrière. Donc tous ces outils en fait ont évolué en même temps que la difficulté de filmer à bord qui a évolué avec l'évolution des bateaux qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus inconfortables. Et c'est assez intéressant finalement de suivre cette évolution. Donc pour revenir à ta question, qu'est-ce que j'amène à bord ? Je vais amener 2 boîtiers, 2 objectifs ou 3 objectifs, je sais pas encore. Pas forcément de protection étanche, ou un petit sac étanche, pas de coque étanche particulière, parce que de toute façon, l'essentiel, 90% ou 98% de ce qui se passe à bord de Gitana se passe sous la casquette ou à l'intérieur du bateau, hein, parce que maintenant, avec les 50 nœuds de vent apparent, on va pas souvent se promener sur le pont. Et puis voilà, des GoPro et tout. Et puis là, sans doute l'appareil avec lequel on enregistre le son aujourd'hui, parce que le son, c'est quelque chose de... Parce que tu enregistres le son séparément ? Alors, ça m'arrive effectivement d'enregistrer c'est un Zoom H4. C'est un Zoom H4. Voilà. Ça m'arrive d'enregistrer. Tu peux le poser tu peux le connecter à ton appareil. Pour ce qui est interview sonore, non. J'enregistre le son en même temps que je filme. Par contre, ça m'arrive d'aller enregistrer des ambiances avec un micro séparé. Ouais. D'accord. Sur les drones, c'est 2 drones identiques ou il y a des gammes de drones Non. Moi, ça m'intéresse. Il y a. Non, moi j'utilise. T'as fait des petits tutos sur YouTube qui étaient vraiment très sympas et très intéressants. Et en fait ça n'a pas changé depuis ces tutos là. Moi j'utilise toujours les Mavic 2 Pro là qui sont petits, hein, qui font 800 grammes, sur lesquels je greffe une petite poignée et puis voilà, on les décolle. Alors sur Brest Atlantique, j'attendais. En fait, il faut savoir que le plus compliqué limite c'est le décollage, parce que le drone doit décoller avec un vent apparent. Il s'attend vraiment pas du tout à avoir ce vent apparent là, il n'est pas prévu pour. Donc sur Brest Atlantique, je me débrouillais pour attendre soit un empannage, soit une prise de riz, en fait que le bateau ralentisse, un changement de voile, un peeling, n'importe quoi. Le bateau ralentissait, du coup il y avait moins de vent apparent, je décollais, le bateau repartait, et après pour l'atterrissage, là c'est du pilotage, quoi. Il faut suivre le bateau en espérant que le drone va assez vite, arrive à suivre le bateau. Aujourd'hui, un drone arrive, tu peux suivre un bateau sur environ 40 nœuds. En fait, ça dépend des drones. Il y a des drones qui sont un peu plus, mais les drones que j'utilise, c'est un peu plus de 40 nœuds. Donc au portant, ça marche encore. Ouais, au reaching, non. Au reaching, ça marche pas. Pas avec ces drones-là. Voilà. Ça m'arrive d'amener d'autres drones en banque image pour pouvoir d'autres types de drones en banque image pour justement essayer d'aller aussi vite que les bateaux. Mais un peu plus lourd et plus rapide que soit plus lourd, soit plus petit, enfin des drones un petit peu différents, mais sur la course, le Mavic 2 là, c'est très mal. Alors, je sais qu'il y a un nouveau modèle là qui est sorti il y a pas longtemps, qui est plus petit, et je crois qu'il y a certains coureurs du Vendée Globe qui ont prévu d'amener ça. Voilà. Avec une qualité d'image un petit peu inférieure à ce que j'amène, mais ça permet de sauver 200 grammes ou 250 grammes. Donc le Mavic Air 2, voilà, et qui est très bien aussi, qui a l'air de bien résister au vent. C'est incroyable ces machines-là, parce que ces machines-là, ça permet de faire, ce sont des caméras stabilisées.
Donc, des caméras avec des capteurs 1 pouce qui sont stabilisés, qui permettent d'envoyer sur la radiocommande un signal HF. Donc si on prend chaque élément séparément, ce sont déjà des éléments qui valent beaucoup de sous, quoi. Donc si on achète l'ensemble séparément, ça vaut beaucoup de sous. Et là, pour la même quantité d'argent, en plus, on a un truc qui vole, quoi. Donc le concentré de technologie dans ces machines-là est très impressionnant. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la vitesse des bateaux ou c'est la vitesse du vent? L'enjeu en termes de faisabilité du drone. D'image de drone, ouais. Je dirais que il y a 2 ennemis. En fait, il y a le vent apparent et puis l'eau sur le pont, le spray. Bah, c'est sûr que, par exemple, sur un Volvo, quand on est le premier problème qu'on va avoir, c'est de sortir sur le pont et de pas noyer sa télécommande ou son drone par la première vague qui passe. Donc, je crois avoir des images où toi, tu restes dans la descente et puis c'est un équipier qui faisait l'envoi, non? J'ai pas vu ça. Alors effectivement, j'ai dû faire ça. Alors il y a un mec, t'as vu des images de Sam Greenfield, je crois, qui envoie carrément son drone depuis la descente. Ouais. Ça, j'ai jamais osé le faire. Mais effectivement, quand j'envoyais le drone, je restais à l'intérieur et puis il y avait un mec on amenait le drone sous un sac plastique et puis on envoyait rapidement avant qu'il y ait une vague qui arrive, quoi, et qui détruise le sang. Mais pour l'atterrissage, j'ai toujours eu besoin d'être à côté du drone. Et donc là, c'est pareil, j'avais bricolé des trucs sur la Volvo avec des espèces de sacs étanches pour télécommande. Plus ou moins efficace. Donc ça c'est un des ennemis, voilà, un des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est l'humidité, carrément les vagues en fait. Et puis le vent apparent. Sur les multis notamment, décoller avec 50 nœuds de vent apparent, le drone il aime pas. Voilà. Et atterrir. Enfin après il faut réussir. Atterrir c'est du pilotage. D'accord. Tu places ton drone et puis tu le fais suivre le bateau. S'il va assez vite, s'il n'y a pas de problème de vitesse. Le drone, après, tu peux rater ou pas rater, mais si tu pilotes bien, tu rates pas, quoi. Tu amènes ton drone et il y a quelqu'un qui l'attrape. Et voilà. Par contre, décoller, si tu décolles et puis que le drone, il sait plus où il est parce qu'il y a trop de vent apparent, et puis qu'il se met sur le dos et qu'il tombe dans l'eau, tu peux être le meilleur pilote du monde, voilà, ça va pas marcher, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, justement, aux voileux qui veulent faire des images en mer et qui veulent essayer de faire des belles images en mer? C'est quoi les quelques conseils que tu pourrais donner? J'aurais tendance à... Alors si c'est vraiment... ça peut être un peu vieux jeu, mais c'est plutôt de se focaliser sur... Non, mais je pense qu'il faut se focaliser vraiment sur le contenu, sur ce qu'il y a à raconter. Encore plus que sur l'image. C'est super chouette d'avoir des belles images, mais c'est encore mieux si on a quelque chose d'intéressant à dire, quoi. Et en fait, je pense alors il y a des gens qui sont plus ou moins bons devant une caméra et des gens qui sont drôles, par exemple, naturellement, qui arrivent à être drôles devant une caméra. Et donc ça, c'est super, il faut en profiter. Mais c'est pas tout le monde. Et donc, ceux pour qui c'est pas le cas, je pense que le mieux, c'est d'être sincère et de raconter réellement ce qui se passe et de raconter ses émotions et la façon dont on vit la course et les événements à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on va réussir à toucher le public. Si on essaye de faire des vannes un peu bancales ou de raconter d'où vient le vent et d'être très factuel, en fait, ça va pas être très intéressant. Moi, je serais favorable aujourd'hui à des envois d'images un petit peu moins fréquents sur les courses. Mais plus qualitatifs, pas seulement pour en termes d'image en soi, mais en termes de contenu. Il y a storytelling. Exactement. Il y a des jours qui se ressemblent en course au large, on va pas se mentir. Quand on un peu moins d'ailleurs sur les ultimes, parce qu'on va tellement vite qu'on traverse les systèmes météo de manière très très rapide. Mais sur les monocoques, même s'ils vont très vite, il y a quand même des jours dans les alizés qui sont un peu répétitifs. Sortir une vidéo tous les jours quand il se passe pas grand chose, voilà. À part de savoir que le vent a pris 2 de gauche ou 2 de droite, ce dont tout le monde se fout, c'est pas très intéressant. Il y a pas des producteurs, mais il y a des marins qui t'ont tapé dans l'œil, entre guillemets, je sais pas, des gars qui ont fait la dernière Mini Transat avec des films un peu originaux, ou même d'autres marins qui te séduisent par leur manière justement de raconter les histoires. Oui, alors il y en a effectivement qui sont vachement sincères, ouais, et puis qui sont, je trouve plus intéressants que d'autres. Je sais pas s'il faut donner des noms, mais je donne les noms de ceux que tu trouves sincères. Écoute, moi j'aime bien ce que fait, il y en a plein en fait, mais j'aime bien ce que fait Sam Davis par exemple. Je trouve qu'elle est assez, et en plus pour avoir navigué avec elle, je sais que c'est une femme qui est heureuse en mer et ça se voit et c'est vrai et c'est l'image qu'elle donne.
Et c'est pas du fake en fait, c'est assez sincère. Voilà, moi j'avais bien aimé en fait les quelques images qu'avait fait, et quelques histoires qu'avait fait Morgan. Je navigue avec lui en ce moment, donc Morgan Lagravière, pendant le dernier Vendée Globe, il avait été critiqué sur sa sincérité justement. Et moi, est extrêmement intéressante au final. Je trouvais que c'était intéressant. Je comprends que ça puisse choquer des gens, mais enfin bon, qui n'a pas fait, qui n'est pas allé sur un bateau un jour en disant mais qu'est-ce que je fais là en fait. Et lui. Qui n'a jamais prononcé cette phrase? Voilà, et lui, pour ceux qui l'a dit. Et lui, il l'avait dit. Voilà. Et dans les jeunes générations, tu regardes un petit peu ce que font. Je reprends l'exemple des ministres. Tu regardes, tu restes un petit peu en veille sur ces aspects-là. Tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs. Pour être franc, pas tant que ça. J'ai suivi. Il y en a un ou deux qui ont crevé l'écran lors des je sais plus quelle édition, il y a 2 éditions. Il y avait Clarisse, par exemple, qu'on voyait partout. Et c'était super ce qu'elle avait fait, Clarisse Kramer. Donc, et c'était vachement intéressant parce que alors pour le coup, je sais pas si c'était sincère, mais enfin c'était en tout cas en décalage complet avec d'autres types de communication. Et elle, et je crois qu'elle n'était pas toute seule, elles avaient inventé un genre. C'était super intéressant. Il y a beaucoup aujourd'hui, les outils se sont vraiment démocratisés, même la culture de la production s'est démocratisée. Et je réalise que j'ai parlé de 2 filles, mais en fait il y a des gars aussi. Il y a pas que les filles. Morgan Lagravière, c'est un garçon. Bah Morgan, oui. Oui, donc je disais que la culture de la production de films et de réalisation de films dans les courses, c'est quand même massivement diffusé. Moi, à l'époque où nous on faisait du mini, par exemple, il y avait très très peu de gens qui filmaient, il y avait pas beaucoup de GoPro, il y avait pas de caméra stabilisée. Aujourd'hui, les outils sont devenus tellement peu chers et tellement accessibles que beaucoup de gens font un film sur leur course, quoi. Ouais, et puis c'est de la culture. Maintenant, tout le monde a une caméra dans sa poche. Ouais. Un téléphone, ouais. Tout le monde a ça. Donc forcément, ce serait presque bizarre de pas le faire quand on part en bateau. Donc oui, c'est plus naturel pour tout le monde, mais c'est vachement dur de faire des choses intéressantes. C'est vachement dur. Et je me creuse la tête sans arrêt, moi, pour essayer de me renouveler, de me dire cette histoire, est-ce que ça va intéresser? Non, on l'a déjà vu, mais en même temps c'est pas grave parce que c'est bien. Et puis ça, non, ça tout le monde s'en fout. Il y a que moi que ça intéresse. Enfin, c'est vachement dur. Et du coup, il y a des gens qui t'inspirent. Des gens qui m'inspirent en termes justement de production d'images, de production d'images, de storytelling. Il y a des grands photographes qui te. Alors, dans le milieu de la voile, oui, il y a forcément un certain nombre de références de gens qui ont travaillé là depuis longtemps. Et puis moi, j'essaie de regarder aussi beaucoup ce qui se fait ailleurs. Sur Brunel, là, on a bossé avec une boîte. Enfin, c'est Brunel qui employait une boîte qui s'appelle Magenta Films. Ce sont des Hollandais. Et qui font qui ont fait le film final, le film récap final exactement, qui était formidable, avec plein de petits chiffres et tout, qui était très très bien. Et donc eux, ils font ça, mais ils font plein d'autres choses aussi. Ils travaillent avec Red Bull en Formule 1, ils ont plein de projets et ils ont des idées qui sont assez innovantes. Voilà. T'as jamais eu envie de faire alors tu t'as fait pour Win, t'as fait un 23 minutes qui est devenu un 26 pour Sport Plus, mais est-ce que tu as jamais été tenté de faire long, de faire un 52, de faire des grands films? Si, on aimerait bien le faire, mais en fait, il y a très peu de demandes. Oui. Mais vous contribuez à cette demande, et je vous en remercie. C'est vrai que ces dernières années, la tendance était plutôt vers les clips courts réseaux sociaux, plus de 30 secondes, c'était pas bien. Et c'est un petit peu en train de changer. J'ai l'impression que les gens se fatiguent un petit peu du 30 secondes. Il faut continuer à faire des images un petit peu impressionnantes, sympas, dans un format très très court, pour les gens qui aiment bien consommer ce genre de clip. Par contre, quand on veut commencer à raconter quelque chose, il faut que ça dure un peu plus longtemps. Et ça, les gens commencent à s'en apercevoir, et on a de plus en plus de demandes pour ça. Après 52 minutes... oui, c'est un truc c'est l'étape d'après, ce serait super de faire ça. Ouais. Sur le Jules Verne, tu sais déjà si tu fais un film s'il y a un film de prévu? Ça dépend tellement de choses, du résultat, mais ouais, dans l'idée, nous on aimerait bien, on le proposera à Gitana et je les connais, je pense que ils seront intéressés. Bon. Le stand-by commence quand? Le 1er novembre. 1er novembre. Ça m'arrangerait qu'on ne parte pas avant le 8 novembre quand même, parce qu'on a 2-3 trucs sur le feu en même temps. Mais ça commence le 1er novembre. Voilà.
Écoute, la dernière fois qu'il y a un bateau qui est parti en même temps que le Vendée Globe pour une tentative de record autour du monde, c'était Thomas Coville et ça lui a plutôt porté chance. Donc c'était plutôt réussi. Eh ben super, merci beaucoup Yann. Merci pour toutes ces histoires, ces anecdotes et ces conseils. Bonne navigation, bonne continuation d'entraînement, bonne continuation de banque d'images pour toutes les équipes du Vendée. Et bon stand-by, on se croisera encore très probablement d'ici là. Merci à tous, on se retrouve prochainement. On va essayer d'intensifier un peu la diffusion de ce podcast et de passer à un rythme un peu supérieur au podcast mensuel, si on arrive, parce que nous aussi on a beaucoup de choses à faire en variant les profils et les rencontres. Si vous les avez appréciés, si vous êtes encore avec nous après presque 1h30 d'entretien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast, en bien ou en mal. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles, ou moins, mais mettez 5 étoiles, c'est mieux, sur iTunes. C'est important pour le référencement. Et puis on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. Salut, merci. Salut.